Je n'oublierai jamais ce matin du 15 octobre. Assise dans mon fauteuil en cuir usé, celui que Jacques avait acheté pour nos 20 ans de mariage, je regardais par la fenêtre de notre salon. Notre salon ? Non, mon salon maintenant. Depuis 3 semaines que Jacques était parti, je n'arrivais toujours pas à m'habituer à ces pronoms au singulier qui déchiraient dans ma gorge à chaque fois. Le notaire, maître Dubois, avait appelé la veille. Sa voix était grave, presque solennelle. « Madame Moreau, la lecture du testament de votre défunt époux aura lieu demain à 14 heures précises dans mon étude. Vos fils et leurs épouses seront présents, comme le stipule le document. Mes fils et leurs épouses. Pierre, l'aîné, toujours si pressé, si calculateur, marié à Sandrine, cette femme aux ongles vernis rouges qui ne me regardait jamais dans les yeux. Et Thomas, mon petit dernier, que je croyais différent, uni à Céline, cette créature qui souriait trop et parlait trop fort. Mais ce qui me rongeait, c'était cette phrase que j'avais surprise la semaine dernière, lors des funérailles. Je venais de sortir des toilettes de l'église quand j'avais entendu Sandrine murmurer à Céline, derrière un pilier. « Enfin, on va pouvoir récupérer ce qui nous revient. Cette vieille ne peut pas tout garder pour elle éternellement. » Céline avait ricané. Pierre dit que la maison vaut au moins 800 000 €. Et puis il y a les comptes en banque, les placements. On va enfin pouvoir s'offrir cette villa en Provence dont on rêve. Mon sang s'était glacé. Mes jambes avaient tremblé si fort que j'avais dû m'appuyer contre le mur. Elle parlait de moi comme si j'étais déjà morte. Comme si j'étais juste un obstacle entre elle et l'argent de Jacques. J'aurais dû me manifester, leur dire que je les avais entendus. Mais quelque chose en moi s'était brisé ce jour-là. Une partie de mon cœur était morte avec Jacques. Et maintenant, mes propres belles-filles l'achevaient. Le lendemain matin, je me levais plus tôt que d'habitude. Il faisait encore nuit quand j'ouvris les volets. La brume d'automne enveloppait le jardin que Jacques et moi avions cultivé pendant 43 ans. Chaque rosier, chaque massif de lavande, chaque petit chemin de pierre, nous l'avions choisi ensemble, planté ensemble, entretenu ensemble. Qu'est-ce que je vais devenir, mon chéri ? Murmurai-je à sa photo sur la cheminée. Ses yeux bleus me souriaient comme au premier jour, quand il m'avait demandé de danser à ce bal de village, en 1965. J'avais 18 ans, lui 22. Nous étions si jeunes, si naïfs, si amoureux. Le téléphone sonna. C'était Pierre. « Maman, tu es prête pour cet après-midi ? On se retrouve directement chez le notaire. » Sa voix était tendue, presque impatiente. Pas de « comment ça va ?» Pas de « tu tiens le coup ?» Juste cette question pratique, froide. « Oui, Pierre, je serai là. » Parfait. Et maman, n'oublie pas de prendre tous les documents que papa t'avait montrés. Les relevés bancaires, les titres de propriété, tout ça. Ça nous évitera de perdre du temps. Du temps ? Comme si la lecture du testament de son père était une corvée administrative à expédier au plus vite. L'après-midi arriva trop lentement et trop vite à la fois. À 13h45, j'étais dans la salle d'attente de l'étude notariale, mes mains tremblantes serrant mon sac à main. Pierre et Sandrine étaient déjà là, assis côte à côte, parlant à voix basse. Sandrine portait une robe noire très ajustée et ses fameux ongles rouges tambourinaient impatiemment sur l'accoudoir du fauteuil. Thomas et Céline arrivèrent 5 minutes plus tard. Céline m'embrassa sur les 2 joues, mais son parfum trop lourd me donna la nausée. « Ma pauvre Colette, comment allez-vous ? Vous avez une mine affreuse. Il faudra qu'on parle de votre avenir après tout ça. Cette grande maison, toute seule. Ce n'est pas raisonnable à votre âge. 72 ans. » Elle parlait de mes 72 ans comme si j'étais déjà sénile, comme si j'étais incapable de prendre soin de moi-même. Maître Dubois nous fit entrer dans son bureau,
Un homme imposant, la soixantaine, avec une barbe grise soigneusement taillée. Il nous désigna des chaises disposées en demi-cercle face à son bureau. « Mesdames, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la lecture du testament de Monsieur Jacques Moreau, décédé le 24 septembre dernier. » Sa voix résonnait dans le silence tendu. Je sentais les regards de mes belles-filles qui me scrutaient, calculaient, évaluaient déjà leur futur gain. Avant de commencer, je dois vous informer que Monsieur Moreau a rédigé ce testament il y a 6 mois, en avril dernier, et qu'il l'a modifié une dernière fois 3 semaines avant son décès. Une modification 3 semaines avant sa mort? Mon cœur se mit à battre plus fort. Jacques ne m'en avait jamais parlé. Maître Dubois ouvrit une chemise cartonnée et en sortit plusieurs feuillets dactylographiés. Je vais procéder à la lecture intégrale du document. Moi, Jacques-Henri Moreau, né le 12 mars 1943 à Lyon, saint de corps et d'esprit, établis mes dernières volontés comme suit. Sandrine se pencha en avant, les yeux brillants d'avidité. Céline avait sorti un carnet et un stylo, prête à prendre des notes. Mes fils, eux, fixaient le notaire avec une attention féroce. Je lègue à mes fils Pierre et Thomas Moreau, à parts égales, la somme de 50 000 € chacun, somme qui se trouve actuellement sur mon compte épargne à la Banque Populaire. 100 000 € au total pour mes fils. C'était une somme importante, certes, mais je voyais déjà la déception naître sur leur visage. Ils s'attendaient visiblement à bien plus. Je lègue également à mes belles-filles, Sandrine et Céline Moreau, la somme de 10 000 € chacune, en remerciement pour les soins qu'elles ont prodigués à ma famille au fil des années. Céline eut un sourire crispé. 10 000 €, c'était mieux que rien, mais loin de ses espérances de villa en Provence. Concernant notre maison familiale située au 47 rue des Tilleuls, ainsi que tous les biens mobiliers qu'elle contient, je les lègue intégralement à mon épouse bien-aimée, Colette Marie Moreau, née Dubois. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Pierre fut le premier à réagir. « Comment ça? La maison revient entièrement à maman ?» Sa voix trahissait une incrédulité mêlée de colère contenue. « De même, » poursuivit le notaire imperturbable. « Tous mes autres biens, comptes bancaires, placements, assurance-vie, reviennent intégralement. À mon épouse. Je précise que cette décision a été mûrement réfléchie. » Sandrine se leva brusquement, ses ongles rouges crispés sur son sac. « Mais enfin, ce n'est pas normal. Une femme de son âge, qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça? Elle ne peut même plus conduire correctement. » « Je conduis très bien, » dis-je calmement, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Thomas prit la parole, tentant de garder un ton respectueux. « Maman, tu comprends bien que papa n'a pas pu vouloir ça. Il y a sûrement une erreur. Ou alors il n'était pas dans son état normal quand... » « Votre père était parfaitement lucide, » coupa Maître Dubois. « D'ailleurs, il a ajouté un message personnel à la fin de son testament. Dois-je le lire ?» J'acquiesçai, la gorge serrée. Que voulait me dire Jacques depuis l'au-delà? « Ma chère Colette, si tu entends ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te protéger. J'espère que nos fils et leurs épouses comprendront ma décision. Cette maison, c'est notre histoire, nos souvenirs, notre amour. Tu as sacrifié ta carrière pour élever nos enfants. Tu as renoncé à tes rêves pour soutenir les miens. Maintenant, vis pour toi. Voyage. Découvre le monde que nous n'avons pas eu le temps de parcourir ensemble. Et si jamais nos enfants te mettent à la pression pour récupérer l'héritage, rappelle-toi, j'ai tout enregistré. » Mes yeux se remplirent de larmes. Jacques avait prévu leur réaction. Il me connaissait si bien. Il savait que j'aurais eu du mal à leur résister si j'avais été seule face à leur avidité. « Qu'est-ce qu'il veut dire par « j'ai tout enregistré » demanda Pierre, visiblement inquiet. Maître Dubois sortit un petit magnétophone de son tiroir. « Votre père m'a remis ceci lors de sa dernière visite.
Il m'a demandé de ne l'utiliser qu'en cas de contestation de ses volontés. Il appuya sur le bouton. La voix de Jacques, affaiblie mais claire, emplit la pièce. « Colette, mon amour, j'enregistre ceci le 2 septembre 2023. Je viens de surprendre une conversation entre nos belles-filles au téléphone. Elles planifient déjà comment se partager notre héritage, comme si nous étions déjà morts. Sandrine a même dit textuellement « Cette vieille bique de Colette ne mérite pas de garder tout ça. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. » J'ai enregistré leur conversation entière. Elle est dans le coffre-fort, avec les codes que tu connais. Le silence qui suivit était assourdissant. Sandrine était devenue livide. Céline regardait ses mains. Mes fils, eux, semblaient réaliser l'étendue du mensonge dans lequel ils avaient vécu. La voix de Jacques continua. « Mes fils, si vous entendez ceci, c'est que vous avez probablement contesté ma décision. Je vous aime, mais vos épouses vous ont changé. L'argent a pris le pas sur l'amour familial. Votre mère a donné sa vie pour nous. Elle mérite de finir ses jours en paix, sans vos calculs mercantiles. » Thomas baissa la tête, visiblement honteux. Pierre, lui, tentait encore de sauver la face. « Papa ne peut pas nous déshériter comme ça. On a des droits, une réserve héréditaire. » Maître Dubois ajusta ses lunettes. « Monsieur Pierre, votre père vous a légué 50 000 €, ce qui correspond exactement à votre part de réserve héréditaire. Le reste des biens peut être librement légué à votre mère. Votre père connaissait parfaitement la loi. » Sandrine explosa. « C'est un scandale. On va contester. On va... » « Vous contestez quoi exactement ?» Ma voix claqua dans l'air. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais forte. Que votre mari hérite de son père? Que sa femme garde sa maison? Je me levai lentement, puisant dans les dernières forces que Jacques m'avait transmises. Vous voulez savoir la vérité? Votre père savait que vous ne m'aimiez pas. Il savait que vous attendiez sa mort pour me mettre à la porte de ma propre maison. Il savait que vous m'auriez mise dans une maison de retraite pour vous partager le gâteau, comme vous dites si élégamment. Céline tenta de protester, mais je l'interrompis. Il y a 3 semaines, aux funérailles de votre beau-père, vous parliez déjà de villa en Provence. Je vous ai entendu. Vous comptiez mes jours comme des vautours autour d'une proie. Mes fils me regardaient, incrédules. Ils découvraient enfin leurs épouses sous leur vrai jour. Thomas fut le premier à parler, sa voix brisée. « Maman, je ne savais pas. Céline, tu m'avais dit que tu voulais juste t'assurer que maman soit bien prise en charge? » Prise en charge? Je ris amèrement. Dans une maison de retraite à 2 000 € par mois, pendant que vous vous partagiez 800 000 €? C'était ça, votre sollicitude? Pierre tentait encore de retourner la situation. De toute façon, tu ne pourras pas entretenir cette maison toute seule. Le jardin, les réparations. Qui te dit que je vais rester? Ma réponse les surprit tous. Ton père avait raison. J'ai renoncé à mes rêves pour vous élever. Maintenant, je vais voyager. Voir l'Italie comme nous en rêvions avec lui. Découvrir l'Asie. Peut-être même m'installer au bord de la mer. « Et la maison ?» demanda Sandrine, toujours obsédée par l'argent. « Je la vendrai si ça me chante. Ou je la louerai. Ou je la lèguerai à une œuvre de charité. C'est mon droit maintenant. » Le visage de Sandrine se décomposa complètement. Toutes ses manigances, tous ses calculs s'écroulaient. Maître Dubois se racla la gorge. « Si vous n'avez pas d'autres questions, la succession peut être mise en œuvre rapidement. Madame Moreau, vous devrez juste signer quelques documents. » Mes fils et leurs épouses sortirent sans un mot. Dans le couloir, j'entendis Sandrine siffler à Pierre. « 43 ans de mariage pour ça! Ta mère nous a roulés. » Pierre ne répondit pas. Thomas, lui, se retourna vers moi. « Maman, je suis désolée.
Pour Céline? Pour tout? Papa avait raison. Je posais ma main sur sa joue, comme quand il était petit. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mon chéri. Mais vous devez choisir vos épouses et leur avidité, ou votre famille et l'amour que votre père et moi vous avons donné. Il hocha la tête et partit sans rien ajouter. Une semaine plus tard, Pierre et Sandrine demandèrent le divorce. Thomas était venu me voir, seul, pour s'excuser et me proposer son aide. « Papa nous a donné une dernière leçon », m'avait-il dit. J'aurais dû l'écouter plus tôt. Aujourd'hui, 6 mois après cette lecture de testament, je suis à Rome. J'ai vendu la maison. Oui, finalement, j'ai préféré partir. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Avec l'argent de la vente et l'héritage de Jacques, je vis mes rêves d'adolescente. Pierre m'appelle régulièrement maintenant. Il a retrouvé le fils que j'avais élevé, débarrassé de l'influence toxique de Sandrine. Thomas a rencontré quelqu'un d'autre, une femme simple et généreuse qui me considère comme sa belle-mère. Parfois, le soir, dans ma petite villa face à la mer Tyrrhénienne, je parle à Jacques. Je lui dis merci. Merci de m'avoir protégée une dernière fois. Merci de m'avoir donné cette liberté que je n'osais même pas imaginer. Mes belles-filles avaient raison sur un point. À 72 ans, on ne peut pas tout garder pour soi éternellement. Mais elles se trompaient sur l'essentiel. Ce qu'on garde, ce ne sont pas les biens matériels. Ce qu'on garde, c'est sa dignité, son amour-propre et le droit de choisir sa propre fin d'histoire. Jacques me l'avait offert, ce droit, et j'en avais profité jusqu'au bout. Fin.